Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Nous sommes au cœur de l'été, d'ailleurs on le sent bien, les fenêtres sont ouvertes mais on a bien chaud, n'est-ce pas Jean-Philippe ? Oui, très chaud. On a très chaud. Eh bien oui, justement, nous nous retrouvons à nouveau avec Jean-Philippe de Tonac pour un rendez-vous que nous avions pris depuis au moins 1 an. Mais vous m'aviez demandé d'attendre un moment particulier, d'attendre quelques semaines après la parution du Pèlerinage de la Rose. D'abord, Jean-Philippe de Tonac, bonjour. Bonjour. Merci Jean-Philippe de me recevoir ici sur la colline de Montmartre. On a un temps absolument merveilleux. À nouveau, je vois à ma droite le cimetière et à ma gauche les cloches de la basilique du Sacré-Cœur. Oui, pourquoi attendre ? Pourquoi il était si important pour cette rencontre que nous allons consacrer à un livre très particulier de votre œuvre, on va en parler, mais vous souhaitiez quand même donner du temps à Rilke, dont nous avons parlé il y a 1 mois, et nous avons diffusé cet épisode au début du mois de mai. Oh, c'est bien normal, il ne s'agit pas de faire en sorte qu'un livre fasse de l'ombre à un autre livre, il faut que chacun prenne sa place. Et pour moi, ces 2 livres sont très importants et il n'y a pas d'urgence à ce que je recomparaisse une 2e fois si rapidement, alors que tant de gens ont des choses à dire importantes. Mais là, nous allons dire des choses particulièrement importantes. Je préviens les auditeurs, les auditrices en particulier, on va aborder des sujets très forts. Qui peuvent peut-être parfois, non pas heurter, mais étonner. Je pense pas heurter, parce que surtout quand on commence à connaître Jean-Philippe, on commence à être habitué aux sentiers de traverse que vous prenez souvent. J'ai pas l'impression. Non ? Si, un peu. Non. Mais moi, en tout cas, je m'en réjouis. Je me réjouis de les suivre. On va parler aujourd'hui... vous avez l'art, en fait, Jean-Philippe, de poser des questions qu'on n'ose pas, ou aussi des questions auxquelles on ne pense pas. Qu'on n'avait pas pensé, et puis vous n'avez pas peur de briser certains tabous. Je crois que c'est plutôt la société qui s'est détournée de certaines réflexions pour des raisons qu'on va peut-être essayer d'aborder, mais au fond, ces questions que je me pose sont les questions que les humains, les sapiens se sont toujours posées. Alors, qu'on les partage avec les autres, ça c'est une autre affaire, mais ce sont des questions qui concernent le métier de vivre, cette interrogation qui nous assaille. Donc, j'ai pas vraiment l'impression de faire des pas de côté, j'ai l'impression simplement peut-être d'élever un peu la voix pour qu'on m'entende sur des sujets que les autres préfèrent un peu évoquer en catimini. En catimini, on va en parler justement. En confidence, et voilà, donc voilà, c'est tout. Alors, avant qu'on entre vraiment dans le sujet, qu'on brise le mystère ou le suspense s'il existe encore, je voudrais dire que c'est une joie de diffuser cet épisode cette semaine, parce que c'est une semaine après la rencontre avec Claire Barré. Vous verrez, il y a des liens très forts entre ce dont nous avons parlé Claire et moi, et aujourd'hui ce dont nous allons parler avec Jean-Philippe. Il y a aussi des liens entre Claire et vous. Oui. Absolument, nous sommes très amis là depuis longtemps. Nous partageons beaucoup de thématiques fondamentales pour nous. Et je l'ai recroisé très souvent. J'aime beaucoup cette personne. Alors, on rentre dans le sujet, si vous le voulez bien, l'enseignement. Alors, c'est pas l'enseignement dont j'ai parlé il y a quelques mois avec Jean-Yves Leloup, qui nous parle de l'enseigneur, de l'enseignement, lui avec un E. Vous, Jean-Philippe, il y a une lettre qui change, une voyelle qui change, et c'est très important. Et c'est l'objet d'un roman que vous avez écrit il y a déjà 5 ans, L'enseignement avec un A. Avec un A, voilà.
C'est le A qui compte ici. Et alors, on est carrément rentré dans le sujet. Peut-être que pour vous lancer, mais je crois que vous n'en avez pas besoin, je vais me servir de cette citation de Christiane Singer qui est juste au tout début du roman, avant que le roman ne commence. Un extrait d'un paragraphe d'un livre de Christiane Singer. « Dieu a créé le monde en 7 jours et il a donné aux femmes la garde des nuits. » À moi. À moi la parole. Au fond, cette question que nous allons aborder, que nous laissons encore empreinte de mystère, elle est une question difficile. Elle sera toujours empreinte de mystère, de toute façon. Toujours. Elle est une question difficile qui touche à nos éducations, à nos pudibonderies, à nos manques de courage, au fait que les femmes, je pense, se sont laissées un peu manipuler par cette société patriarcale. On a tous conspiré pour que ces sujets magnifiques disparaissent de la surface du monde. On est tous un peu coupables et faire marche arrière et à nouveau oser le sujet confidentiel, c'est à la fois dérisoire et c'est une petite victoire pour tous, parce que il faut qu'à un moment... je sais pas, c'est un chien qu'on entend? Plutôt un enfant, non? Bon, j'ai mon casque sur les oreilles. Un cri d'enfant. Un cri d'enfant. Oui. C'est un enfant qui pleure. Un enfant qui pleure dans la rue Carpeau. On va continuer. On pense à cet enfant, on espère qu'il va pas pleurer longtemps. Aussi pour vous, auditeurs. Mais c'est un gros chagrin, là. Voilà. On continue. Inconsolable. Je réagis tout de suite. D'ailleurs, Jean-Philippe, vous avez parlé de marche arrière. Moi, j'ai pas l'assentiment que vous faites une marche arrière, là. Oh, il faut changer l'expression. C'est plutôt une marche en avant, moi, je trouve. Ou marche en avant, en tous les cas. Il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut dire. Il y a d'abord le temps très long qu'il m'a fallu pour arriver jusqu'à cette question. Et ensuite, le courage d'en faire un sujet partagé, donc un livre. Donc c'est deux prises de conscience assez considérables dans ma vie. Le temps de réaliser que ce sujet était d'une importance absolue. Et c'est pour ça que je suis heureux qu'on lui consacre enfin un épisode. Voilà, et puis le second temps, c'est oser vis-à-vis de ses proches un sujet qui forcément va susciter des commentaires, des réactions, des incompréhensions. Voilà, il faut pouvoir se moquer de tout ça. Et c'est ce que j'ai pu réussir à faire, c'est écrire sans plus me poser la question de comment ce serait reçu. Voilà. Alors, on commence à entrer dans le sujet, on entre dans le roman, et on fait non pas un pas de côté, mais une introduction qui est un peu étonnante. Moi, je pense pas, non. On va laisser l'enfant pleurer, et puis j'espère qu'il va être consolé. Mais ça fait partie des bruits de la vie, je pense pas que ça nous dérange, ni les auditeurs. Parce que sinon, on va fermer les fenêtres et on va étouffer de chaleur. Parce qu'on est quand même au 6e étage, sous les combles, là. Donc les auditeurs, les auditrices auront pitié de nous, je crois. Et de cet enfant aussi. On rentre dans le roman, et il y a une introduction qui, en fait, est déterminante. C'est un peu un levier pour tout le reste du texte. C'est une séance avec un maître chinois. Je me demande si c'est pas au cours d'une séance de tai chi, à la fin d'une séance, je me rappelle plus. Plutôt une séance de méditation. De méditation. Zen, ouais. De méditation zen, avec un maître qui pose une question très paradoxale, comme visiblement il aime les poser, et comme vous aimez les entendre, je crois, Jean-Philippe. Quel était ton visage originel, celui que tu avais avant la naissance de tes parents? Voilà, ce sont ces formules paradoxales qu'on trouve dans la tradition du zen Soto, notamment, qui ont vocation à donner envie à l'élève ou au disciple de s'en emparer, d'essayer de résoudre l'équation. Et puis, comme finalement il n'y a pas de réponse possible à une phrase un peu paradoxale, eh bien, il faut que le disciple ou l'élève renonce. Il faut que la pensée renonce à essayer de prendre ou de comprendre. C'est assez fou, hein. Et donc, il faut parfois des mois pour que le disciple se dise « Bon, finalement, ça veut rien dire, tout ça, je laisse tomber. » Et c'est exactement ce que le maître souhaitait.
Donc cette phrase, on a tous envie de lui donner un sens, elle est belle. Le visage originel, quel était notre visage avant notre naissance, avant la naissance de nos parents? Ça paraît vouloir dire quelque chose de fondamental, là aussi. Ça peut aussi renvoyer peut-être à une sorte de prédestination, ou du fait Aussi. que on choisit notre naissance. Ça, c'est une théorie très avancée, Ah ouais, qu'on ouais. choisit nos parents de telle incarnation, tel corps. Je pense, oui, qu'on peut apporter des éclairages assez intelligents Mhm. pour essayer On peut essayer. d'éclairer cette phrase. Et puis en même temps, je crois qu'elle dépasse toutes nos volontés de l'expliciter. Et c'est un peu ce qui se passe dans le début de mon roman, hein, le personnage principal, qui est le narrateur, quitte son cours de zen, où il a médité, avec la phrase que le maître, l'instructeur, hein, a partagée avec ses élèves, et puis il est un petit peu déboussolé par cette phrase, elle est féconde. Il est dans le 7e arrondissement, et c'est pas le guide, sans qu'il y réfléchisse beaucoup, vers le musée d'Orsay. Alors il a l'air visiblement d'avoir fréquenté le lieu, il y rentre un peu en somnambule comme ça. D'ailleurs, vous le connaissez bien vous-même, hein, Oui, comme votre personnage. Oui. Oui, il y a des quelques liens de ressemblance entre le personnage. Oui, je pense. Là, oui. il faut que je les assume, mais Oui. c'est évident. Et dans le musée d'Orsay, il a aussi une façon de s'orienter vers les salles qu'il connaît bien, les œuvres qu'il connaît bien. Et à un moment donné, sans qu'on comprenne très bien pourquoi, il est appelé vers une autre partie du musée. Il rentre dans la salle des Cézannes. Et juste après, alors je ne sais pas si nos auditeurs connaissent un peu la géographie du musée, mais je crois que c'est la salle 20 où se trouve cet événement de la peinture universelle, c'est la naissance du monde de Courbet. Et si vous avez l'occasion de rester assez longtemps devant ce tableau, vous verrez des ballets tout à fait étonnants, la manière dont les gens affrontent ce sexe, ces deux cuisses ouvertes, ce sexe. Il n'y a même pas de visage. Courbet a osé dire, au fond, ce qui m'intéresse là, ce que je vais vous montrer, c'est un sexe de femme. Ça n'est pas une femme qui est nue, c'est un sexe de femme. Avec ce titre époustouflant qu'il a choisi, l'origine du monde. Et chacun est convoqué dans une interrogation fondamentale, là encore. L'origine du monde. Et donc tous ces gens qui viennent, qui s'agglutinent devant le tableau, en général, sont presque éjectés par lui. Ils n'arrivent pas à regarder ce soleil en face. Oui, soleil, c'est votre expression. Soleil noir qui défie le regard et finit par l'avaler pour certains. Oui. J'ai remarqué ça, vraiment, les gens ne se maintiennent pas, ils viennent, ils osent ce regard, et très vite, ils repartent. Avec je ne sais pas quelle pensée. Oh là là, c'est choquant. Oh, c'est merveilleux. Oh, comment a-t-on pu laisser Courbet peindre ça, exposer, etc. Parce qu'encore aujourd'hui, si on poste l'origine du monde sur les réseaux, on est censuré, hein, en 2026. C'est fou, hein. Et j'en ai fait très souvent l'expérience, hein. Donc notre personnage qui arrive dans cette salle avec la phrase léguée par le maître, quel était votre visage originel, avant la naissance de vos parents, il est tout d'un coup devant l'origine du monde. Alors évidemment, toutes les interprétations se télescopent là, il a l'impression presque que le maître l'a conduit jusque-là. Il est sidéré. Et il a l'impression qu'il est au bon endroit pour essayer de percer le mystère. Et puis lui aussi voit un peu ce ballet, ceux qui viennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent, et puis jusqu'à apercevoir une femme qui, comme lui, est à l'arrêt devant ce sexe, qui l'affronte, qui le contemple. Alors, une espèce de complicité qui se crée entre eux. Il s'approche d'elle, jusqu'à ce que son bras touche le sien. Ah oui, carrément. Ouais, il est là en attendant que quelque chose se passe, probablement. Je ne me souvenais pas de ce détail. Peut-être qu'il va oser lui poser la question, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais c'est elle qui prend la parole, qui se tourne vers lui comme ça, et de façon abrupte, qui lui dit « Selon vous,
qu'est-ce qu'il manque pour que le scandale soit total? Alors, il est décontenancé, il s'attendait C'est la pas journée du des tout. questions paradoxales. Voilà, il s'attendait pas du tout à cette question. Il met un temps, il n'a pas de réponse qui lui vienne, et c'est elle qui répond, et c'est la fin du chapitre, le sang. Le scandale eût été absolu si Courbet avait représenté une femme qui saigne. Point. Alors là, vous imaginez dans quel état se retrouve mon personnage, là. Ça fait beaucoup. Ça fait trop. En fait, il tombe amoureux. Alors lui, il a l'impression que c'est le début d'une romance. Le lecteur aussi. Le lecteur aussi, probablement. Mais elle a flairé en lui un homme capable d'affronter ce que les hommes ne veulent pas affronter, ce que cette société ne veut pas affronter. C'est ce sang, qui n'est pas le sang qui annonce la mort, qui n'est pas le sang de la blessure, qui est le sang de la vie. Le sang qui vient tous les mois, qui est la régénération, qui est la promesse, qui porte tout l'élan du vivant. Et elle a envie de faire quelque chose avec lui. On est en fait à un carrefour là, parce que moi j'ai cru qu'on commençait une histoire d'amour, et je reconnaissais là bien aussi le Jean-Philippe de Tonac que j'aime, que je connais bien, qui aime les femmes et qui peut être amoureux des femmes, et qui tout d'un coup devient, dans ce passage-là, vif, léger, ardent. Il y a une invitation au restaurant, il y a des scènes, c'est bien parti pour... il y a des voyages, il y aura des voyages, j'anticipe un tout petit peu, New York, Venise, je crois, il y aura Capri, il y aura des lieux absolument extraordinaires, et les descriptions de cette femme, un rêve avec de longues jambes. Je ne sais pas qui elle est, et cette femme, c'est un rêve avec de longues jambes. J'aime beaucoup l'image. Et puis aussi, cet amoureux des femmes, j'aime quand il dit « Je n'ai pas de qualificatif particulier pour savoir comment une femme parvient à se vêtir, quel assemblage de matière, de longueur, de couleur, d'odeur, qu'elle réalise, quel mode elle suit ou pas. Et puis même, à un moment, quand vous marchez, et puis qu'elle porte des talons hauts, les talons ont amené ses yeux et sa bouche à la hauteur où vivent les miens. » Ça, c'est le Jean-Philippe qui aime les femmes. Et qui sont pour lui en même temps un grand mystère. Mais oui. Mais oui. Forcément, il vous faut pas quand même beaucoup d'années dans votre vie pour comprendre que le masculin est empêtré dans ses problèmes d'ego, ça, je crois qu'il y en a beaucoup, il leur faut toutes plus d'une vie pour le comprendre, quand même. Et que les femmes sont dans des profondeurs que les hommes n'atteignent pas. Donc si vous voulez entamer le chemin de l'intériorité, allez voir les femmes, écoutez-les, vous avez tout à apprendre. Pour moi, cette évidence est arrivée très vite. Puis on s'ennuie tellement dans la compagnie des hommes, ils ont tellement de difficultés à sortir des sujets attendus. C'est vraiment troublant. Hein. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes un des rares hommes qui ne m'ennuient pas? C'est gentil. Mais voilà, je suis vraiment un homme, hein, j'ai pas de problème avec ma condition, mon genre, mais ce que j'ai appris vraiment, je le dois aux femmes. Et c'est pour ça aussi que j'aime tellement Rilke, c'est qu'il a pas fait mystère d'être allé à l'école des femmes. On pourrait dire ça comme ça. La première qu'il va rencontrer, c'est Lou Andrea Salomé. Enfin, vous pouvez imaginer le maître qui était là pour lui enseigner la vie. Le maître, le maître, ouais. Lou Andrea Salomé, le maître absolu, qui fut ensuite, évidemment, sa maîtresse, sa compagne, son amie, sa psychothérapeute, sa guérisseuse, etc. Enfin, un lien extraordinaire qui s'est noué entre ces deux êtres. À partir du moment où vous n'avez pas peur de dire que la femme est au-dessus de vous dans l'expérience intérieure et d'avoir tout à apprendre d'elle. Parce que si vous êtes gêné par cette disposition, si votre ego en est blessé, évidemment, ça n'ira pas très loin. Mais là, on n'est pas parti pour une histoire d'amour. Non, ou peut-être que oui. C'est quand même une histoire d'amour. Peut-être, oui. D'ailleurs, ils vont se retrouver à la fin. Il y a une retrouvaille. Peut-être pas des retrouvailles, mais on la retrouve, cette femme. Oui. Dont on apprendra le prénom juste à la fin, d'ailleurs. C'est ça. Donc,
Je pense qu'il y a beaucoup d'amour de la part de cette femme pour considérer qu'elle va offrir à cet homme les conditions de son éveil. Ah oui, une confiance énorme. Voilà. Mm. Et ouais, c'est une grande preuve d'amour, hein, en réalité. Alors après, évidemment, lui attendait autre chose, mais il va aussi vivre des choses extraordinaires grâce à elle. Elle l'initie. Alors, le mot initiation, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs parce que dans le livre, vous vous attardez un tout petit peu sur ce mot en disant il est tellement galvaudé. Mais c'est quand même, votre livre est à nouveau, comme tous vos livres d'ailleurs, Jean-Philippe, c'est une initiation. Il y a l'initiation à chaque fois chez vous. Oui, parce que vous êtes, et je vous connais bien, vous êtes encore aujourd'hui en initiation de votre vie. Oui, j'ai l'impression qu'on est là pour ça. Mm. Alors, mais chez vous, c'est toujours très, très intense. Ce mot, c'est vrai, est un petit peu a perdu un peu de sa saveur, je crois, utilisé à tort et à travers, mais d'une façon très simple, être initié, c'est franchir une porte qu'on doit franchir pour ouvrir sa conscience. Donc c'est sans arrêt dans la vie que nous sommes initiés. On l'est peut-être dans une loge maçonnique, on l'est peut-être dans un temple égyptien, on l'est, etc. Mais on l'est simplement dans le quotidien quand on a compris quelque chose qui vous fait être plus grand. Donc, il n'y a pas besoin de de faire des fioritures avec ce mot-là. Il est le mot étape dans un chemin d'apprentissage. Alors il y a des étapes avec elle, des voyages notamment dans les musées. On va se rendre compte qu'elle aime beaucoup les musées, et d'ailleurs on comprendra mieux pourquoi en lisant le livre, parce qu'on va pas tout dire hein, dans cette émission. J'y tiens beaucoup. Je vous l'avais dit en préparant l'émission. Il y a beaucoup de choses qu'on va laisser parce qu'il est vraiment très important que les auditeurs et auditrices se transforment en lecteurs et lectrices pour vivre ces initiations qu'il y a dans le livre, qui est un livre très initiatique. C'est une femme, il le sent bien, c'est une féministe engagée, mais c'est pas une féministe enragée. Et c'est quelqu'un qui lui fait comprendre que grâce à ces femmes engagées depuis l'histoire, il y a des tas de dénis qui ont été démontés. On a fait revenir les femmes, on les fait revenir au niveau des hommes, mais il y a quelque chose, et c'est toute la trame du livre, qui reste absent, quelque chose qui ne remonte pas. Et c'est là où il y a une faille qui va commencer à se creuser et où il sent que ça va pas être une histoire d'amour avec elle et que peut-être qu'à un moment ou à un autre, elle va se séparer de lui. Oui, il finit par comprendre qu'elle a une intention qu'elle ne peut pas révéler tout de suite, mais elle a un projet pour lui, de le conduire là où il est si difficile pour un homme d'aller. Il a le mérite de ne pas fuir. Courage fuyons, hein, ça c'est très masculin. Mais parce qu'il est quand même très amoureux. Oui, très amoureux, très amoureux. Ben, il est dans le féminin, dans la puissance absolue du féminin, il le sent bien. Il a rencontré Salou Andrea Salomé, peut-être. Donc ce qu'il n'obtient pas, il l'obtient d'une autre manière, il reçoit beaucoup d'elle. Hein. Et donc, il donne le change, parce qu'il avance sur un chemin, ça l'intéresse aussi. Une chose qui est intéressante, c'est que cette femme lui fait comprendre, ou il comprend, parce que c'est pas à mon avis même des choses qu'ils se disent, que c'est inconcevable de considérer que les uns sont victimes des autres, que les femmes sont victimes des hommes et les hommes victimes des femmes. C'est très important ça. Oui. Même s'il y a une lutte pour réduire ce patriarcat, mais il faut pas trop victimiser et pas trop culpabiliser l'homme non plus. Oui, c'est très difficile en même temps. Parce qu'il y a quand même une culpabilité. Oui, parce que les hommes sont tout à fait inconscients de ce qu'ils font. Malheureusement, c'est faire des reproches à quelqu'un qui est si peu conscient, c'est très difficile. J'interroge beaucoup ces derniers temps, ça va peut-être pas faire plaisir, mais le rôle des mères. Je les trouve un peu coupables, les mères, d'être si amoureuses de leurs garçons et de leur passer tout, alors qu'elles auraient un rôle d'éducatrice majeur pour les éveiller à justement ce qu'est pas seulement une mère, mais une femme. Et ces hommes, derrière la mère, oublient la femme, oublient... je crois que souvent, ces temps-là sont ratés.
Et les hommes quittent le foyer familial en ayant très peu reçu s'agissant de leur formation d'homme. C'est terrifiant. Je pense aux échanges qu'il y a entre cet homme et cette femme. Et ce qui est étonnant, c'est que tout revient tout le temps au tableau. Il le sent. La seule condition pour continuer le dialogue avec elle, c'est que nous évoquions cette vulve. Le mot est employé. C'est pas la première fois qu'il est employé. Je pense à un épisode avec Linda Bortoletto, magnifique, l'hiver dernier, sur les cycles et sur les madones noires. Effectivement, ce sujet est toujours le sujet central. Elle a choisi, vous l'avez dit, parce que pour une femme, c'est pas facile, vous le dites, d'aborder la question du sang avec un homme. Elle a su le trouver. Et tout tourne autour aussi de cette question de l'indécence du tableau, du scandale autour du tableau. Mais d'ailleurs, je me suis posé cette question qui n'est pas dans le livre. Si c'était un sexe d'homme, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le même scandale? Évidemment, il n'y a pas la même signification, c'est pas la même origine du monde, quoique. Oui, je crois que c'est quand même différent. Parce que là, il s'agit de révéler la nudité avec le sexe d'une femme et avec la possibilité de ce sang. On dit voilà. Autre chose, on dit encore autre chose. On rentre dans une profondeur de ce qui peut être perçu comme indécent par certains. C'est fou, hein. On regarde des séries sur Netflix où le sang est pratiquement à chaque épisode, et plus on a, plus ça se diffuse bien. Ce sang-là est autorisé, il est même... on peut même en être fier parce qu'il peut parler d'exploits, d'héroïsme et toutes ces choses-là. Les glorificateurs. Voilà, et puis ce sang qui raconte la manière dont nous sommes venus au monde, qui nous annonce d'une certaine façon, grâce auquel nous avons pu être un jour conçus, etc. Celui-là est interdit. Enfin, quand on y réfléchit, c'est complètement fou, cette inversion. Oui, c'est ça, c'est ce sang. C'est particulièrement de la part des hommes qui, vous l'écrivez, méprisent en fait ce sexe féminin quand il saigne. C'est là où ils ont le sentiment que ce corps féminin qu'ils voudraient posséder leur échappe complètement, oui. Et leur fait peur. Oui. Et puis que ce sang toute l'origine peut-être du patriarcat vient de là. C'est pas impossible, hein. Voilà, j'ai raccourci beaucoup. Oui, mais c'est pas impossible. Il y a un sentiment de dégoût, quoi. C'est l'être qu'on aime, tout d'un coup, vous dégoûte parce que elle saigne. Enfin, Et d'un sang inutile en plus, parce que lorsqu'il s'agit des règles, c'est un sang qui a priori est inutile. Oui, en plus, l'humeur est touchée, la femme vous échappe. C'est honteux. On rentre dans un no man's land pour le compagnon, il comprend pas. Il comprend pas les réactions, etc. Tout lui échappe. Donc ce sang finit par symboliser son incapacité de saisir quoi que ce soit, de comprendre quoi que ce soit. Et il devient un objet haï, jusqu'à ce que le sang finisse par remplacer la femme, quoi. Le sang égale la femme, et on finit par la rejeter. Après l'avoir poursuivie de ses assauts, elle devient un sujet détesté. Enfin, et tout ça par une éducation, par un silence, par une réprobation qui ne se dit pas, que la société entretient. Mais enfin, nous sommes complètement fous de nous rendre la vie impossible en nous cachant les fondamentaux de notre condition. Alors, on défèque pas, on saigne pas, voilà, on est des anges, quoi. C'est ça qui nous permettrait de rendre notre existence supportable. Mais on est des êtres incarnés. Voilà, il faut aller jusqu'au bout de cette vérité incarnée. Un jour, on va même pourrir dans la terre parce qu'on a pris forme et corps, et puis le corps dans la terre va se dégrader. Tout ça est très gênant. Infiniment gênant. Qu'est-ce que ça dit? Ça revient à cette question que je soulevais tout à l'heure. Il reste encore quelque chose d'absent, quelque chose qui ne remonte pas. Et vous dites même, quelque chose a été écarté dont le sang est la trace. Oui.
le sang paraît désigner une Atlantide, tout un continent qui aurait disparu. Ce continent, c'est peut-être tout ce que les femmes n'ont pas pu montrer au monde encore en 2026. Vous imaginez tous ces siècles où les femmes se sont tues partout dans toutes les sociétés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire collective où la moitié de l'humanité n'apparaît pas sur la photo de famille? Je crois que le sang raconte tout ça, raconte notre imposture. C'est d'une gravité absolue. C'est une imposture. C'est une société qui est mal positionnée tout entière pour avoir renoncé à encore une fois, ces fondamentaux. On n'a pas à les accepter ou les refuser. Ils sont. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Comment décide-t-on de cacher ce qui est? Est-ce que j'ai un bras qui gêne et je le cache, etc. Enfin, ce sont des questions qui sont tellement ahurissantes qu'elles ne trouvent pas de réponse. Comment a-t-on organisé la disparition des femmes? On l'a même structuré parce que pour le coup, grâce à ça, on a justifié des tas de choses. Ouais. C'était Ève qui avait péché, donc elle était châtiée, les douleurs de l'enfantement et ensuite les règles. Et ma mère, pardon pour le rapprochement, ou le raccourci, qui m'expliquait, catholique dévote, que c'est ce qu'on lui avait expliqué, que c'était la raison pour laquelle les femmes ne rentraient pas dans les chœurs, qu'elles n'avaient pas de fonction liturgique à cause des règles, parce que le sang c'était une impureté, c'était aussi une honte. Une impureté. Ce mot. C'est dans votre livre, c'est même en jaquette, sur un revers de couverture. Mais que ceux qui ont prononcé le mot d'impureté périssent en enfer, comment est-ce qu'on peut... Non, que ma mère n'est pas en enfer. Non, vous êtes trop dur là. Puis elle ne faisait que répéter ce qu'elle croyait avec crainte. Non, mais bien sûr, elle répétait. Elle le craignait, oui. Mais ceux qui, les premiers, ont osé prononcer des choses pareilles, je suis vraiment sans voix. Je vais quitter mon existence avec un sentiment d'absolue incompréhension. Incompréhension de ma condition de sapiens. Ça n'a pas de signification, les choix que nous avons faits. En tous les cas, dès que le sang apparaît, je crois que c'est effectivement ça. C'est tout d'un coup la réapparition de tout ce qu'on avait caché. C'est insupportable. On croyait que tout était caché, rien n'apparaîtrait, puis tout d'un coup, tous les mois, ça recommence. Ça bruite. Ça murmure. Et on n'en aura jamais terminé avec tout ça. Eh bien non. Jamais. Mais imaginons une histoire où les femmes auraient pris leur place, elle aurait été totalement différente. Oui, mais c'est peut-être en train de s'inverser, c'est peut-être en train, justement, et un livre modestement comme le vôtre, l'enseignement, et d'autres y contribuent. Je crois qu'il faudra des millénaires. Les hommes sont aux commandes, partout. Vous savez, cette grande théorie du grand retournement dont parlait Annick de Souzenel, qu'on aime beaucoup sur ce podcast, oui. Je recevais Jean-Bruno Falguière récemment, qui était un proche d'Annick de Souzenel, qui lui disait, et c'est un épisode récent de ZTO, et hors micro, il me disait, mais en fait, un jour j'en ai parlé avec Annick, est-ce que ce grand retournement ne serait pas la fin du patriarcat? Et Annick lui avait dit, mais oui, en fait, c'est ça. C'est peut-être ce qu'on est en train de vivre. Il faut être très optimiste. Les hommes ne pourront pas abdiquer. Il faudrait qu'ils aient changé leur regard et ils sont pas du tout prêts à céder le pouvoir aux femmes. Ils vont se battre jusqu'au bout. Non, les conditions ne sont absolument pas réunies. Là, nous sommes arrivés simplement dans l'histoire à ce moment où les femmes peuvent commencer à parler et dire que ça n'est pas normal. C'est tout. Mais avant que tout soit changé, Guillaume, vous êtes un optimiste, c'est merveilleux. C'est pour ça que je fais des théos. C'est pour ça que nous sommes ici sur ce podcast, oui. Pour reprendre espoir, grâce à vous. Et grâce à vous. Même si vous l'avez un tout petit peu douché, mais on va approfondir encore un petit peu. Alors, vous le dites, Jean-Philippe, par le sang, on va essayer de comprendre pourquoi justement ce sang dit tant de choses. Par le sang, la femme signe, entre parenthèses saigne, son appartenance au grand cycle du vivant.
Et aujourd'hui, le temps est venu, nous avons les femmes comme cette femme mystérieuse dont on découvrira le prénom à la fin du roman. Elles ont à faire entendre quelque chose que le monde n'a jamais entendu et qui l'émerveillera. Ça, j'ai bien aimé aussi cet émerveillement. Donc là, il y a quand même de l'espoir, de l'espérance chez vous. Alors, en tous les cas, chez cette femme, et on va rentrer un peu plus profondément dans le roman, mais il y a l'idée que on peut éduquer le masculin. Ce sera long, mais qu'il y a une possibilité de faire évoluer les choses, c'est certain. Et je suis pas du tout un pessimiste, je suis simplement assez dans l'observation de mon époque, de mon temps. Je vois que les choses évoluent, mais à la surface. Donc, il n'est pas impossible qu'un jour, dans 1 million d'années, les femmes aient pu enfin prendre toute la place qui est la leur. Mais il faudra un temps infini. Oui. 1 million d'années. Peut-être, oui. Bon, ça passe vite. Les hommes saignent, mais pas de la même manière. Ils saignent un sang, et vous dites, c'est pas le sang de la vie, c'est le sang de la mort. C'est d'où leur passion pour la guerre, et aussi cette frustration peut-être de ne pas avoir ce pouvoir du sang de la vie. Oui, pour eux, le sang se lit, se décrypte très différemment. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, la gloire des combats. Et... Voilà. Le sang qu'on verse pour sa patrie, enfin, toutes ces choses qui anoblissent, hein, ceux qui ont versé ce sang-là. Mais ce sang gratuit, ce sang qui coule, qui transforme l'humeur, qui a l'air de prendre les femmes en otage et qui les retire à la communauté des patriarches, des hommes, ce sang-là ne rentre pas dans ce tableau. On ne sait pas quoi en faire. Il est tellement énigmatique, il nous échappe. On le cache. Voilà. Vous avez employé tout à l'heure le mot catimini. J'ai appris dans ce livre l'origine du mot catimini. Ouais. C'est incroyable. C'est en grec, c'est du grec, hein, l'étymologie. C'est donc rentrer en secret. En catimini, c'est ce qui est lié au sang. La menstruation. Ouais. C'est trop beau. Donc le mot, on a signé par ce mot le fait que ce qui rentre en secret, ce qui n'est pas montré, c'est le sang. Nous rentrons encore plus dans le roman, Jean-Philippe. Il va y avoir donc une initiation. Ça finit à Capri, ce voyage entre cet homme et cette femme. Oui, c'est vrai. Sur une île. Mais c'est pas fini pour lui. Avant d'aller sur une autre île, c'est Capri. La dernière étape. Et lui, donc, il va aller en Crète. Ouais. Il reçoit un programme très mystérieux. Il sait pas du tout ce qu'il attend. Pourquoi Crète ? Il va s'en douter, il va commencer à comprendre un peu. Et d'ailleurs, il doit rejoindre un groupe d'une dizaine de personnes, essentiellement des femmes. Mais comme lui, on a peut-être estimé qu'il n'était pas complètement prêt, il a d'abord une période de jeûne qu'il doit vivre seul, surtout à ne rien faire dans des très belles conditions de vie. Oui. C'est le roman. On n'en dira pas trop, mais quand même un petit peu. J'ai bien aimé ce début. Et d'abord, pourquoi le choix de l'île de Crète ? Mais ça, on peut s'en douter un petit peu, parce qu'il y a aussi une longévité assez incroyable en Crète. Il y a tout un ensemble de choses. Des hypothèses pour dire qu'il y avait une société matriarcale. Là, en Crète, on a rendu un culte particulier aux déesses. Et puis, j'ai un amour immodéré pour la Crète. Donc, j'étais très heureux de pouvoir installer mon roman dans cette île que j'adore. Qui est la pointe la plus au sud de l'Europe. Oui, absolument. C'est ça. Et puis, j'ai situé le roman dans une partie que j'affectionne entre toutes. C'est au sud, sur la mer de Libye. La mer de Libye sépare donc la Crète de la Libye, hein, des côtes nord-africaines. Et à cet endroit-là, dans le sud, quand on descend d'Héraclione vers le sud, qu'on atteint la côte, on va un petit peu vers l'ouest. Non, mais il faut pas trop le dire, Jean-Philippe, parce que justement, vous dites que c'est une région qui est très préservée du tourisme. Enfin, peut-être pas des auditeurs, des auditrices, des lecteurs et lectrices, mais effectivement, c'est une région, vous le dites, très préservée. Oui, très Ce qui n'est pas le cas de toute la Crète, évidemment. Très sauvage, vraiment, d'une beauté incroyable, exceptionnelle. Et donc, votre personnage se retrouve là, un peu désemparé. Il vit ce jeûne pendant quelques jours, je sais pas, pas mal de jours. C'est assez long. C'est assez long. Ne rien faire, même ne pas suivre Alice, une femme assez merveilleuse qu'il a rencontrée sur une plage à ce moment-là. Oui.
Ça doit être dur pour lui, ça. Oui, oui, il est vraiment... déjà, vous imaginez une invitation comme celle-là où vous ne connaissez pas la destination, vous ne savez pas très bien ce que vous faites là, et accepter. C'est pour dire que nous avions hésité sur le mot amour entre ces deux personnages, mais il y a beaucoup d'amour pour qu'il y ait une telle confiance. Donc il s'est rendu en Crète sans avoir la moindre réponse. Et il rentre dans cette période probatoire, le jeune, difficile, parce qu'il faut renoncer au téléphone, il faut renoncer à parler aux gens, il faut rester assis, regarder la mer et laisser se décanter les choses en soi. Il l'accepte, c'est une petite torture, comme pour nous tous, de ne rien faire. Oui, vous décrivez très bien justement tout d'un coup ce sentiment d'urgence qui nous prend, on se sent vraiment en danger lorsqu'on est coupé du monde et qu'on est coupé surtout de notre téléphone portable et de tout ce bruit permanent dans lequel en fait on se rassure. Oui. Non, c'est dur. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très dur. C'est devenu très très dur pour nous qui sommes tellement conditionnés, formatés, se mettre seul devant les éléments, sans le recours à nos outils habituels. Nos fuites habituelles, c'est quand même pas rien. Que les auditeurs tentent l'expérience sur une semaine ou 15 jours, ça défie l'entendement. Aller quelque part et se dire, j'ai pas de possibilité de fuir, il va falloir que je fasse face à mon environnement, regarder l'arbre sans détourner les yeux, etc. Enfin, il faudrait que ça dure quand même moins de 7 jours pour qu'il puisse écouter Zétéo. Oui. S'il vous plaît. Oui, pardon. Et donc, il y a aussi donc cette rencontre sur une plage avec Alice qui est assez extraordinaire. Ouais. Ça pourrait être aussi le début d'une histoire d'amour, mais non. Non, elle fait partie du plan. Donc, elle faisait partie du plan. Oui, je pense qu'il y a... C'est pour ça, parce qu'elle le met sur la piste aussi en lui disant mais il y a quelque chose qui nous échappe. Oui, c'est... Tout ça, alors c'est un plan peut-être céleste là, mais elle fait partie de ceux et de celles et qui le préparent, qui émondent ces résistances. Comme cet Allemand. Oui, absolument. Ce colosse allemand qui connaît l'île et toutes les plantes. Et... Voilà. Alors tout ça peut au contraire vous inquiéter, parce que ce sont des rencontres qui approfondissent le mystère, mais visiblement cet homme est prêt quand même, on le sent assez déterminé. Malgré ses doutes, etc., il est déterminé. C'est ça qui est très beau. Il est prêt à y aller. Il sait pas du tout ce qui va se passer. Absolument pas. S'il le savait, je pense qu'il serait pas resté. On va pas tout dire aux auditeurs de ce qui va se passer. En tout cas, il va vivre une initiation au féminin une fois qu'il va rejoindre ce groupe, essentiellement composé de femmes. Je crois sur 10 personnes, il y a 7 femmes et 3 hommes. Ça doit être ça, oui. Initiation au féminin dans toute sa puissance. Vous n'hésitez pas, sa sauvagerie, son insoumission. C'est ça, ça va être ça le programme. Voilà, c'est le lieu où les femmes peuvent s'exprimer très librement, vivre ensemble, vivre leur cycle ensemble, et ne pas se cacher de quoi que ce soit, et offrir au masculin présent le spectacle de femmes libres. Et que ce masculin soit enseigné. Voilà le principe. Donc cette femme a eu tout de suite l'intuition que cet homme-là serait capable de vivre l'expérience. Je pense qu'il y a peu d'hommes qui sont capables comme ça de but en blanc de vivre une chose comme celle-là. Honnêtement, c'est quand même très 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 puissant. Est-ce que vous-même vous avez vécu une expérience comme celle? Alors moi j'ai été éveillé par une femme, oui. C'est pas très honorable parce que j'étais pas très jeune. Donc jusque là, le sujet je ne l'avais pas rencontré. Le sang. Les compagnes que j'ai pu avoir ne me donnaient pas accès à ce sujet. C'est cette américaine dont vous m'avez parlé. Voilà. Et une femme a dû se dire, bon, on va essayer de le rendre un peu moins bête, on va le faire rentrer dans le mystère. Et grâce à elle, j'ai ma vision du féminin, ma vision tout entière a été complètement bouleversée. Et je suis rentré pas très fier après cette initiation que j'ai reçue au cœur du désert du Nouveau-Mexique. Je me suis dit, mais moi qui ai peut-être ce discours visant à rendre compte de la beauté, de la puissance des femmes, j'en suis encore là
j'ai été vraiment... j'ai eu une crise de conscience énorme, là, en rentrant dans l'avion, d'être ce masculin borné encore. Je devais quand même avoir une 50aine d'années. Je suis tombé des nues. J'ai eu honte. Pour moi, pour ma condition d'homme, honte. Et je crois que c'est comme d'habitude, quand je sens le cri, l'injustice en moi, l'envie du roman arrive tout de suite, quoi. Le roman étant vraiment le lieu où on peut porter ces problématiques dans toute la lumière, sans que ce soit intelligent, sans que ce soit un essai. Le roman se prête admirablement à... je crois que les romanciers sont les grands philosophes de l'Occident, en réalité. Bah oui, regardez tout ce qu'on a reçu de ces grands auteurs que furent Kazantzakis, Dostoïevski et tous les autres. Et donc, moi, j'ai toujours voulu m'inscrire dans cette lignée-là. Kazantzakis est très présent dans ce livre. Oui. Parce qu'on est en Grèce aussi. Oui, puis je le vénère. Enfin, vraiment, si j'avais... C'est toujours difficile, mais si j'avais un roman à choisir parce que le feu prend dans la maison et qu'il fallait en sauver qu'un seul, je sauverais Zorba le Grec. Parce que Zorba le Grec, c'est le portrait... Le narrateur dans Zorba le Grec est un être comme moi, très tourmenté, qui se pose 1 million de questions, qui est toujours en dehors de la vie. À force d'interroger la vie, il en est sorti. Et il rencontre un danseur qui ouvre les bras et qui lui dit « Dance, dance now ». Voilà. On est là pour danser. Et on danse avec le corps. On pense sans le corps, ou très peu du corps, mais on danse avec le corps. Et on est venu ici pour trouver l'activité qui nous permettra d'être corps. C'est si difficile pour une société qui ne croit qu'à l'intelligence, qu'au cerveau. Non, mais on a vraiment... Quand on y parvient un petit peu à être corps, on a du mérite. C'est difficile. Alors sur les choses qui vont se passer pendant cette initiation, on n'en parlera pas pendant cette... Mais ce sont de longs passages extrêmement riches de votre roman, l'enseignement, Jean-Philippe. Ce qui est très intéressant, et c'est une thèse que vous aviez d'ailleurs, on en a déjà un peu parlé ensemble à ce micro l'année dernière, je crois que c'était dans le temps minéral le temps minéral de la guérison, ouais, où vous évoquiez ce sujet, mais là c'est vraiment le sujet de ce livre, c'est effectivement faire référence, et c'est aussi ce que vivent ces femmes, ce qu'on vit dans cette initiation, c'est que la femme qui saigne, qui va avoir ses règles, elle se retire, elle se retirait dans les temps anciens, dans les temps premiers, et avec elle, toutes les autres femmes qui étaient en âge aussi d'avoir leurs règles, et elles formaient un cercle sacré, le temps de se mettre à l'écart, de se retirer, mais pas forcément par honte, mais tout simplement pour vivre ce moment-là, et c'était le moment où elles échangeaient leurs expériences sensorielles, extrasensorielles, et où en fait, elles nous ont transmis à travers tous les temps, la sagesse de toutes les sagesses premières et des sagesses, ouais, qu'on a peut-être tues, mais c'est ça en fait le fond de la transmission féminine. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est probablement ça, oui. C'est un moment presque d'état modifié de conscience que les femmes vivent. Hein. C'est d'une puissance folle. J'en ai connu certaines qui étaient vraiment hors d'elles-mêmes. Enfin, c'est tellement fort. C'est tellement douloureux, c'est tellement bouleversant. Et c'est un moment de sensibilité extrême pour ces femmes. Elles sont dans une réceptivité extrême. Et dans ce temps-là, il faut rester dans la disponibilité de ce qui va vous être communiqué. On devient un petit peu chamane, quoi, une femme chamane parce qu'on saigne. On devient une femme artiste, alors qu'on l'est pas peut-être dans la vie ordinaire. Et ceci de si précieux, ça n'est pas donc l'opprobre, ça n'est pas la condamnation parce qu'on saigne, c'est tout le contraire. C'est qu'on est élu, on saigne et c'est parce qu'on saigne qu'on va être dans cette connexion surnaturelle. Et les hommes n'y ont pas accès parce que simplement ils ne saignent pas. Il ne s'agit pas de les écarter, mais là c'est vraiment une réunion de femmes qui vont se transmettre des expériences fondamentales. Et quand elles reviennent de ce temps de retrait, elles sont riches de ce qu'elles ont vécu et elles sont prêtes à le partager avec les autres.
Et la communauté à laquelle elles appartiennent va s'enrichir de tous ces temps de réclusion et des temps d'initiation. Donc, comme c'est beau. Vous dites le monde ne sera pas sauvé, on en a parlé tout à l'heure, tant que le cœur des femmes n'aura pas repris son battement sauvage. Vous aimez les femmes sauvages? Ou que les femmes libèrent cette puissance qui est en elles? C'est plutôt ça. Cette puissance un peu sauvage. Oui, je pense que ces femmes ont cette dimension, elle est simplement occultée, annulée. Les femmes sont très aliénées par tout ce qu'elles ont subi. Hein. Mais comment imaginer les choses autrement? Pendant des siècles, elles ont vécu sous la contrainte. Il est très difficile d'avoir foi en soi-même quand on vous a répété tout le temps que le sang c'était sale, qu'il fallait se cacher, que c'était honteux, etc. L'héritage est lourd. Ouais. Votre personnage, d'ailleurs, à la fin du livre, je me suis demandé si c'était pas Jean-Philippe de Tonac aussi, je le pense, dit, mais c'est étonnant qu'il le dise à ce moment-là. Je me rends compte que ma connaissance des femmes est à peu près celle que j'ai des astres, stupeur et tremblement, c'est la totale ignorance. Vous aidez, d'ailleurs, cette expression stupeur et tremblement, vous l'aimez bien. Oui, j'ai utilisé hier soir dans la présentation de mon livre. Vous étiez là, Guillaume. Ben oui, quand on arrive à cette révélation, c'est sidérant de paraître aimer quelque chose qu'on n'aime finalement pas, ne le connaissant pas d'aucune façon. Ouais, j'ai pas de mots. Alors vous avez dit tout à l'heure que cet homme a été choisi par cette femme pour vivre cette initiation. Et je me suis posé la question, en fait, est-ce que ça a servi à quelque chose, à cet homme? La fin du livre finit un peu en queue de poisson. Je vous avais prévenu qu'on allait se rencontrer là parce que j'ai des questions. Oui. Parce qu'on a l'impression que finalement ça sert à rien. On ne sait pas du tout comment il va repartir, cet homme-là. Il va se passer vraiment un incident grave à la fin du récit, à la fin de cette initiation. On a l'impression que ça remet tout, ça invalide tout ce qu'il a vécu. Et d'ailleurs, cette femme qui le rejoint à la fin de ce rituel lui dit, on se pose la question, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de tout ça? Ouais. On s'est posé la question s'il fallait qu'on t'invite. Ben, moi, je me la pose là pour le coup. Moi, je voulais pas faire le portrait d'une figure angélique. Hein, on est initié et puis tout est sauvé. C'est trop simple. Tout ce qui l'habitait est encore là. Donc il y a ces conflits qui apparaissent en nous. Quand une vérité vous a été communiquée, elle vient en conflit avec ce qui était déjà là. On peut pas imaginer que les choses se passent simplement. Donc il a été tellement perturbé, bouleversé que revenant à lui-même, voilà. Il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé, il est éveillé. Il n'est pas sauvé, il est éveillé. À partir de là, c'est une graine qui a été plantée et qui va se développer. Il va falloir du temps. Mais la graine est fondamentale. Il a reçu cette graine par ce séjour en Crète. Il a eu cette chance incroyable qu'on ait pris le temps de l'enseigner. Après ça, le vieux monde ne meurt pas. C'est ce que je vous disais à propos des hommes. Les hommes ne vont pas céder la place parce que les femmes se font entendre. C'est complètement candide et puéril de penser que ces Trump et ces Poutine et tous ces seigneurs du monde vont dire « Ah mais je vous en prie mesdames, prenez la place ». Non, ça se passera pas comme ça. Ça se passera certainement par cette violence qui réapparaît chez cet homme quand il est à nouveau livré à lui-même. Et c'est comme ça que ça se passe. Moi aussi, quand je suis rentré après mon initiation dans le désert du Nouveau-Mexique, j'étais tellement honteux, tellement... Il y a une certaine violence qui se manifeste en soi vis-à-vis de l'imposteur. Et puis l'imposteur réagit, on se dit « Mais non, finalement, pourquoi? Est-ce qu'elles ont raison ?» Voilà. Il y a du dialogue, il y a du débat, il y a du conflit en soi. Les choses ne vont pas, par l'opération du Saint-Esprit, se transformer fondamentalement. Donc c'est ça que je voulais, ce sur quoi je voulais insister, c'était ça. Il a reçu beaucoup, et maintenant il va falloir qu'il fasse son chemin. Je me pose la question d'ailleurs si la suite de ce roman,
l'enseignement. Vous voyez une suite, je suis prêt à l'écrire. Mais je pense qu'il y en a déjà une. Oui, enfin, il peut y en avoir plusieurs. Mais le cercle des guérisseux, c'est un peu une suite, en fait. C'est celui dont on a parlé l'année dernière à ce micro. Alors, je crois que je l'ai écrit avant. Vous avez écrit l'enseignement? Non, le cercle des guérisseuses avant? Il me semble. Oui, tout à fait, vous avez raison. Oui. Parce que l'enseignement, c'est 2021. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas une suite. Mais pourtant, ça pourrait être une suite parce que c'est les femmes qui prennent le pouvoir, en quelque sorte. Là. Alors oui, dans ce sens, ça serait beau d'imaginer que l'enseignement est accouché de cet autre livre qui met en valeur et en évidence ces femmes si puissantes. Mais bon, voilà, j'étais dans ce domaine-là après cette initiation américaine, je me suis un peu réveillé, quoi. Et donc, il va y avoir une suite plus masculine. C'est pas la vulnérabilité. Bon, ça, c'est pareil. C'est pas forcément le même sujet. On avait parlé de la vulnérabilité des hommes. Il va y avoir une suite, alors, à l'enseignement? À ce roman? Oui. Je l'ai pas prévu. Mais je suis là pour poser des questions. Ah bah oui. Et moi, pour tenter d'y répondre. Mais là, non, j'ai pas prévu de suite. Non, j'étais très heureux déjà d'avoir osé le roman, d'avoir publié. J'ai reçu beaucoup de lettres. C'est pas, vous savez, c'est très étonnant. Il y a des romans qui font des scores invraisemblables en librairie, qui se vendent à 50, 100 000 exemplaires et qui génèrent, c'est Michel Onfray qui m'avait dit ça une fois, et qui génèrent très peu de réactions. On sent que les gens ont acheté le livre qu'il faut lire. Le livre rentre dans les maisons, on ne sait pas s'il est ouvert. Quand il est ouvert, on lit quelques pages. Si on le lit, c'est de façon un peu distraite. Donc, il se passe rien. Et puis, vous avez des livres comme ça. Je l'avais vérifié pour le Mont Analogue de Domal. Des livres qui ont, au niveau des chiffres, remporté un succès mitigé, on pourrait dire, mais qui ont généré une quantité de réactions folles. Donc j'ai eu un roman, mon premier roman, Père des brouillards, avait généré aussi une salve de lettres incroyable. Et l'enseignement, c'est pareil. Toutes ces femmes qui m'ont écrit pour me remercier d'avoir osé, etc. Vous êtes complètement transfigurés par les réactions. C'est tellement beau. Donc là, j'étais très très heureux. Je pense pas que le livre ait fait un beau score. On a fait peut-être 2500 exemplaires, mais il aurait pu marcher plus parce qu'on n'a pas connu une diffusion à la mesure de. Non, moi j'espère que là, il y en aura quelques-uns qui vont après cette émission. Voilà. Mais faut prévenir l'éditeur, le très bon éditeur, très Daniel. Mais peu importe, parce que il remplit sa fonction. Il a touché quelques cœurs et à partir de là, c'est gagné. Il y avait des réactions hostiles. Alors. Je n'en ai pas connu, je pense qu'il y a dû en avoir, mais de quoi ils se mêlent. Je pensais effectivement que certaines féministes allaient me reprocher de me mêler de ce qui ne me regardait pas. C'était légitime. Mais j'ai pas reçu ça. Ou alors ça m'a échappé. Il y en aura peut-être à cet épisode. Moi, j'en avais eu l'année dernière à nos épisodes, surtout celui sur les guérisseuses. J'avais eu des réactions extrêmement positives, mais quelques réactions hostiles. Ouais. Il y en aura peut-être ici aussi. Ça paraît normal aussi, hein. Voilà, ça va de soi. Qu'est-ce qu'on s'est pas dit sur l'enseignement qu'on pourrait dire, j'ai vraiment voulu ne pas rentrer trop dans le sujet du roman. Oui, non, c'est bien, comme ça, il y a du mystère, mais... Non, puis c'est une initiation à vivre, pas en tant que, cette fois-ci, auditeur d'un podcast, mais en tant que lecteur, à mon sentiment, ou lectrice. Moi, je crois aussi. Je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses, et... Non, je crois qu'on peut clore. On peut clore. On s'est dit l'essentiel. Très bien, Jean-Philippe. Vous travaillez sur quoi, mais en ce moment, vous écrivez sur quoi? Alors, je suis embarqué dans une aventure tout à fait innovante pour moi, c'est que je dicte mon prochain livre, puisque je ne peux plus écrire pour des raisons de maladie. Je suis atteint par la maladie de Charcot. Et, on en a déjà parlé, oui. Et donc, un éditeur m'a invité avec enthousiasme à relater cette traversée de la maladie de Charcot, puisque depuis que je suis diagnostiqué, je mène des expériences nombreuses, tout seul ou avec ma compagne, qui joue un rôle fondamental. Et nous menons toutes ces expériences simplement parce que la médecine ne peut rien pour nous, qui sommes atteints de la SLA, donc sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Donc la médecine occidentale, pour l'instant, ne sait pas pourquoi cette maladie et ne sait pas traiter.
Donc vous êtes livré à vous-même. Donc soit vous attendez la mort, parce que c'est une maladie qui me condamne à mort dans une échéance assez courte, soit vous attendez la mort, soit vous essayez d'enquêter. Il n'y a pas de raison que les médecins soient les seuls à enquêter. Vous êtes aussi un malade, vous êtes au cœur du sujet. Autant aller mener 2-3 expériences, c'est ce que j'ai fait. Et que je vais raconter donc dans ce livre. C'est pour quand? Ça va paraître au mois d'octobre. De cette année 2026. Ouais. Vous me disiez la dernière fois qu'on enregistrait l'émission sur Rilke, que c'était il y a un peu plus d'un mois, qu'il y avait quelques signes d'espérance, parce que visiblement votre corps, c'est ce que les médecins disaient, c'est peut-être habitué à cette maladie, parce que vous avez passé un cap. Ça fait quand même longtemps que cette maladie est en vous et qu'elle a été diagnostiquée. Oui, alors les neurologues, parce que j'ai pas d'autre expérience que la mienne, me disent que je fais partie de ces organismes qui organisent la résistance. On a, vous savez, cette fonction de neuroplasticité cérébrale, donc le cerveau est capable, quand des voies neuronales sont endommagées, d'en recréer. On a vraiment un outil absolument incroyable dans la tête. Donc je bénéficie de ça aussi. Mon cerveau trouve des solutions, et peut-être que tout ce que je mène comme expérience impacte finalement la maladie, la ralentit. Et ça, je ne peux pas vraiment en parler aux neurologues parce qu'ils sont très hermétiques à toutes les expériences que je mène. On n'a pas de terrain commun. C'est un peu dommage d'ailleurs. Ça, c'est le monde occidental, très, très rationnel et très fermé à tout ce qui lui échappe. Mais c'est ce que je vais rapporter dans ce livre. Voilà. Celui que je vois en face de moi est toujours l'homme joie. Il y a des moments difficiles, évidemment. Oh là, oui, c'est une maladie très, très cruelle. J'avais pas mesuré au départ à quel point elle était cruelle, mais maintenant où je rentre vraiment dans la grosse incapacité, dans le gros handicap, j'ai plus de mains, où je suis atteint au niveau des voies respiratoires, je suis pas à la fête. Mais la joie est là parce que j'ai vraiment une vie merveilleuse. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont malades et qui sont dans des vies pourries. Ma vie est merveilleuse, donc je supporte d'autant mieux l'épreuve. Et puis que la mort m'intéresse aussi. Je l'appréhende pas comme une punition ou un néant. Donc quand je passerai, à mon sens et à ma foi, pour moi l'histoire continue. À ma foi, FOIS. FOI. FOI. Oui, à ma foi. À ma foi. Mais c'est vrai pour connaître votre œuvre que la mort est très très importante dans votre œuvre, depuis toujours. Ah oui, dès l'adolescence, il y a eu une porosité absolue entre ce monde et l'autre, d'où mon amour de Rilke, qui est un autre de ceux qui ont fait de la vie et de la mort des sœurs siamoises. J'ai toujours pensé les choses comme ça. Donc aller parler aux morts, si c'est possible de les atteindre, être enseigné par eux, puisqu'on va être un jour avec eux. Voilà, se souvenir que parce qu'on est mortel, la vie a tellement de prix. Ça, c'est une condition sine qua non. Vous savez, tous ces gens qui reviennent d'une expérience de mort imminente, ils ont en général un cœur qui s'ouvre, l'envie de contacter les autres, comme par hasard. Ils sont propulsés vers le centre de leur vie. Au lieu de rester comme ça, un peu à la marge, en disant « Oh, je suis pas très content d'être en vie ». Non, là, on reprend place. Et grâce à l'expérience de la mort. Donc la mort est vraiment le grand maître de la vie, en réalité. C'est ça qu'il faut dire. Quelle émission, le sang et la mort. Ah. Ouais. Le sang a aussi... il est siamois, le sang. Il est vie et mort. Oui, exactement. C'est ce que je pensais. Ouais, c'est pour ça qu'il est d'une beauté incandescente. Beauté et danger, mais beauté surtout. Et je vous rajoute quelque chose. J'ai fait partie du comité bouquin. Bouquin, c'est ces livres gros et souples comme ça. Et puis, donc j'étais un des éditeurs. On était une dizaine à proposer des sujets. Donc, dans les réunions avec mes partenaires, on proposait toutes sortes de sujets incroyables. Et c'était toujours merveilleux d'entendre chacun dire qu'il avait envie de faire un livre sur le rastafarisme, un autre sur je sais pas, les champignons, etc. Et un jour, parce que j'étais en lien avec un médecin qui m'avait proposé de faire un dictionnaire du sang. Ce qui paraît... Mais c'est la collection Les Dictionnaires Amoureux. Non, ça c'est Plomb. C'est Plomb, pardon. Non, bouquins, ce sont les dictionnaires un peu encyclopédiques, vraiment tout le savoir du monde.
Donc, un jour en comité, j'ai proposé le dictionnaire du sang, et je vous assure, tout le monde m'a regardé. C'est extraordinaire, hein. J'aurais, je sais pas, proposé un dictionnaire sur la merde, on se serait dit, ah ouais, excellent sujet. Un dictionnaire sur le sang, il y a eu un malaise. Et c'était extraordinaire. Mais vous avez remarqué que lorsqu'il y a malheureusement des accidents routiers, une des premières choses qu'on fait, c'est cacher le sang, c'est de recouvrir de sable pour que le sang ne soit pas apparent. Ouais. Ça m'a toujours frappé, ça. Ouais, c'est c'est vrai que la vue du sang met quand même très mal à l'aise et peut provoquer des évanouissements. Oui. C'est incroyable, hein, ce sujet. Bon, j'espère que nos épisodes, nos auditeurs, nos auditrices ont traversé cet épisode avec nous, qui sont toujours là, mais je pense que oui. Encore quelque chose, Jean-Philippe, juste avant de se quitter. C'est bien là. Merci de tout cœur pour cette émission à laquelle je tenais beaucoup. À bientôt, cher Jean-Philippe. J'espère qu'on parlera de ce livre lorsqu'il sortira, celui où vous parlez davantage de votre maladie, parce que je pense que c'est très important pour tant de personnes qui traversent la maladie et qui n'ont pas toujours les lumières ou les choses que vous avez à dire. Merci Jean-Philippe. Et puis c'est valable pour toutes les maladies neurodégénératives qui touchent énormément de monde sur cette planète. Hein. Voilà. Merci Jean-Philippe. Merci Guillaume. Merci chers auditeurs, chères auditrices, et à bientôt pour un prochain épisode.